Il faut aller toujours plus loin, plus profond dans les galeries étroites et opaques d'un sous-sol inondé pour essayer, juste essayer, de remonter aux origines de la source. Précieuse source du Lèze, si l'on sait ce qu'elle a déjà offert jusqu'à présent, on ne peut qu'estimer ce qu'elle aura demain à donner aux villes et aux populations. Débusquer sa nature, son mystère et ses fragilités est non seulement une nécessité mais un devoir pour la collectivité. Depuis plusieurs siècles, cette rivière a toujours étanché la soif des hommes, mais elle aura surtout permis ces 30 dernières années le formidable développement économique de la métropole languedocienne. Donc là, on avait environ 2 mètres. Au départ, on avait peut-être 3 mètres de visie. Mais le problème, c'est qu'après, rapidement, les bulles décollent des argiles du plafond. Pour conserver cette abondance, techniciens de l'Agence de l'eau et équipes pluridisciplinaires ont développé une expertise et des outils toujours plus perfectionnés. Automne 2012, 2 chefs de file, 2 générations d'explorateurs se retrouvent au bord de la résurgence naturelle du Lèze, au Mattel. Échange d'impressions à 30 ans d'intervalle. D'un côté, Henri Benedettini raconte sa récente plongée à celui qui, avec son équipe, permit en 82 le premier forage du Lèze et donc l'installation des premières pompes. Début de l'aventure. Et après, nous, quand on est parti de là. Hein. Nous, quand on a plongé, c'était pas turbide. Hein. C'était pas turbide, mais les éclairages ne portaient pas loin. La première fois, on cherchait à pas trop descendre. Voilà, oui, on est parti dans un puits oui. Voilà, et puis finalement, ça n'allait pas plus loin, on a fait demi-tour. Et la fois d'après, on a cherché vers le bas et là, on a pu aller on est parti plus loin. Donc ça a été une belle plongée, ouais. J'en ai fait d'autres après, mais celle-là, ça a été une très belle plongée, ouais. D'accord, oui, ça, J'ai des belles photos, là, d'ailleurs. Hein. Sympathique. On se retrouve dans les années 80-82 avec un politique, Georges Frêche, et le scientifique Jacques Avias. Alors de notre côté, le but de l'agglomération de Montpellier, ça a été de dire nous allons d'une part privilégier la consommation d'eau de source pour les humains et ensuite développer l'eau brute pour les autres usages. Et c'est dans cet esprit qu'aujourd'hui l'agglomération travaille. Mais ce qu'ont démontré, notamment une étude qu'on mène avec le BRGM et Hydrosciences de la faculté de Montpellier, c'est que cette masse d'eau se renouvelle aussitôt après l'étiage grâce aux pluies de l'automne. On n'a jamais constaté effectivement de déficit de recharge de cette masse d'eau, ce qui prouve qu'on la gère bien et que le stock d'eau est important. Alors le projet a démarré parce que la ville de Montpellier, dont la population a augmenté, manquait d'eau. Et donc la ville de Montpellier a été obligée d'envisager des pompages. Alors ça a été une aventure à la fois scientifique, technique et économico-politique. Autre rencontre, Robert Plégia, hydrogéologue, un de ceux qui permirent aussi la réussite du captage, un de ceux qui mirent au point, en surface, les techniques parfois hésitantes du forage, aux côtés bien sûr du professeur Avias. Donc les premiers essais par pompage ont eu l'air d'une aventure, parce que certains disaient oh, vous allez désamorcer le siphon. J'en disais si on pompe dans la source du Lèze, il y a un risque peu probable, mais qui existe, de ne plus avoir d'eau du tout. Le 10 septembre 2012, la nouvelle exploration est sur le point de démarrer à la station de pompage des Mattel. L'aventure est ambitieuse et très technique, les plongeurs le savent. Mais il est tentant aussi de vouloir aller un peu plus loin que leurs fameux prédécesseurs. Ils sont 3 à s'immerger ce jour-là. Le voyage débute au bout d'un câble à l'intérieur d'un conduit métallique. La concentration est maximale. Rapidement apparaissent les pompes auxquelles les plongeurs accrochent leur fil d'Ariane. La progression est lente, prudente. La vraie exploration va pouvoir commencer. Dans sa longueur, à partir de la résurgence, seulement 536 mètres de galerie ont jusqu'à présent été cartographiés. Les 3 hommes, ce jour-là,
dépasseront cette limite, ramenant également les premières images sous-marines de la nappe phréatique du Lèze. Et notamment celle d'une salle aux dimensions inconnues, dont on ne perçoit qu'une paroi à la fois dans la turbidité du liquide et son obscurité. Au bout d'1 heure et demie, ils ressortent heureux, éreintés, un peu frustrés aussi de ne pas avoir pu visualiser le fantastique volume d'eau de cette salle. Donc en fait, là, la progression, elle part sous la 3e pompe. On est vraiment à l'aplomb, on passe vraiment sous la 3e pompe. Donc la salle énorme avec des dimensions de plusieurs dizaines de mètres de long et une vingtaine de mètres au moins de large, donc une dimension très importante. Pourquoi c'est important de faire ces plongées? C'est important de connaître l'ensemble de la réserve d'eau dans le massif karstique, donc faire le point sur quelles sont les capacités en fait de ce type de réseau de fournir en eau potable, qui est quand même un enjeu du siècle prochain. Techniquement et physiquement, l'homme est incapable de remonter toutes les failles, toutes les galeries du Lèze. En revanche, mesures et simulations informatiques ont permis d'apprendre qu'il dispose d'un bassin versant de près de 300 km², offrant à la sortie des puits une eau de très bonne qualité à près de 1000 litres de débit par seconde. Sa géologie et la composante calcaire du karst opèrent une filtration naturelle de l'eau. Ce système est généreux, certes, mais en drainant un vaste territoire, il demeure exposé à différents facteurs de risque, les activités humaines notamment. Ce sont des zones dans lesquelles l'eau qui s'infiltre est moins filtrée par les sols et par l'aquifère souterrain. Ça représente en fait la vulnérabilité intrinsèque, ce qu'on appelle la vulnérabilité qui est propre à l'aquifère. C'est-à-dire que c'est une zone où une petite goutte d'eau va aller directement au niveau de la faille principale, qu'on appelle la faille de Corconne, et se retrouver très rapidement par circulation aquatique à la source du Lèze. Une petite goutte d'eau initiale dont le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, suit le parcours à travers tout le territoire. Une goutte d'eau qui entraîne avec elle toutes sortes de polluants générés par les villes, les industries et l'agriculture. On a essayé de cartographier sur le bassin d'alimentation de la source les zones qui seraient plus ou moins vulnérables en termes de pollution. Donc on a étudié en détail tout le secteur d'un point de vue géologique et hydrogéologique pour déterminer, cartographier ces zones. Les zones rouges sont les zones qui sont plus vulnérables à une pollution. Les zones jaunes, vertes sont celles qui sont moins vulnérables. L'eau qui arrive de la source du Lèze, telle qu'elle est nature. Vous voyez que déjà c'est une eau qui est très claire, elle est à la température de 16 degrés et de là elle va être acheminée dans le système de filtration, c'est-à-dire dans les bacs à sable que vous allez voir en vous retournant de ce côté. Nous avons la chance d'avoir une eau de source, nous la filtrons par les bacs à sable, elle ressort avec toutes les impuretés en moins, qui peuvent être des morceaux de feuilles, des choses qui sont insignifiantes. Et ensuite, on rajoute le chlore gazeux et l'eau part dans le circuit de distribution. Telle qu'elle est à la sortie ici, vous l'avez à votre robinet, à votre domicile. Ici c'est le superviseur qui permet d'avoir à l'instant précis, à la seconde près, la situation de toute la production et de toute la distribution. On voit aujourd'hui schématiquement tout le fonctionnement avec les vannes qui sont en service, celles qui sont fermées, ce qui permet à ce moment-là, à distance, de pouvoir télécommander et faire les manœuvres nécessaires pour la bonne exploitation du réseau. Il faut aller de l'autre côté. Une vigilance qui intègre les futures évolutions, dont celle du changement climatique. Finalement, le Lèze est aujourd'hui un système global, placé sous surveillance, ce qui n'était pas vraiment encore le cas il y a 10 ans. L'Agence de l'eau chapeaute ce dispositif qui s'étend jusqu'à la mer, intégrant la gestion des eaux usées et leurs rejets. Quand on a fait l'extension de Maïra, la première question qui s'est posée, c'est de savoir si on continuait à rejeter dans le Lèze, qui est un fleuve méditerranéen avec très peu de débit l'été, ou si on pouvait trouver une autre solution. On a fait faire des études à Ifremer, qui nous a dit qu'il était possible de faire le rejet en mer. Donc on s'est retrouvé avec deux possibilités techniques, soit un rejet dans le Lèze, soit un rejet en mer.
Ces solutions ont été présentées au Conseil supérieur d'hygiène de France, qui nous ont dit la meilleure solution, c'est le rejet en mer. Je suis à 19 mètres. 20 mètres là. Ce milieu marin est l'objet d'une grande attention, car tel un baromètre écologique et biologique, il valide l'efficacité totale, ou non, du système d'assainissement. À 11 km en mer, les eaux traitées par la station Maïra ressortent au bout d'un long émissaire de métal. Dans n'importe quel endroit où part la goutte d'eau, on doit y être, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de comprendre en fait, l'origine, l'utilisation, l'altération, le devenir dans les milieux aquatiques en mer. Donc on est vraiment dans une logique de bien comprendre tout ce qui se passe par rapport à cette goutte d'eau, de manière à justement essayer de faire en sorte qu'on la préserve le mieux possible et qu'on puisse garantir l'intégrité de sa qualité. Tous les polluants sont spécifiques. Si l'on parvient à les identifier, à les quantifier, comme par exemple dans les sédiments, eh bien à terme, il est possible de retrouver l'origine de la pollution initiale. En milieu marin, le problème auquel on est confronté, c'est que les concentrations sont extrêmement faibles, parce que le pouvoir de dilution du milieu marin est immense. Et donc il faut adapter des techniques un petit peu spéciales pour pouvoir, on va dire, concentrer les contaminants et pouvoir les détecter à des niveaux qui soient compatibles avec les techniques analytiques possibles. Dans les 10 prochaines années, les prévisions font état d'un accroissement de 25 000 personnes au moins dans l'agglomération de Montpellier. Les concentrations humaines et celles de leurs activités vont ainsi faire peser une menace potentielle sur les milieux naturels. Le lez est fragile, les lagunes et le maritime également. Il est probable que dans les 20, 30, 40 années qui viennent, en fait, compte tenu notamment des enjeux qu'il peut y avoir avec le changement climatique, on soit vers une logique où il y ait moins d'eau. Donc les scénarios en fait, qui sont faits par la communauté scientifique montrent que effectivement, l'augmentation de la température, la diminution des pluies ou les épisodes orageux très forts ne sont pas favorables en fait, au maintien d'une ressource en eau importante. Donc on a besoin de mieux protéger nos ressources, de ne pas gaspiller l'eau et puis de faire en sorte que quand on l'utilise, on la pollue le moins possible pour éventuellement la réutiliser, quoi. Le bassin versant de la source du lait, c'est à peu près 400 km², dont 110-120 km² de surface active. Donc on a une recharge très très importante, une grande surface. Donc en termes de quantité, je suis pas inquiet. On pourrait être plus inquiet sur la qualité. C'est, je pense, là-dessus qu'il faut qu'on fasse porter nos efforts parce qu'effectivement, le bassin versant est très vaste. Donc peut-être un petit peu difficile à contrôler, à surveiller. Et puis par ailleurs, on est dans un milieu karstique, donc qui est un milieu très fragile puisque l'eau qui s'infiltre ruisselle directement dans les cavités et ne peut pas être un petit peu auto-épurée par le sol.